Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis, donc du 10 juin 2024. Donc, sont présents, ici on a Vincent, Tim, Stéphane, Daniel et Renaud. Marc est absent pour le travail à l'extérieur, donc on a quand même quorum, on a 5 conseillers sur 6. Donc, ouverture de la séance. Donc, il va y avoir l'adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, il y aura aussi en 1, l'adoption de l'ordre du jour. En 2, l'adoption des procès-verbaux. Donc, en 2.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2024. En 2.2, ce sera le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2024. Au point 3 de l'administration générale et gestion financière, en 3.1, ce sera l'acceptation des dépenses du mois. 3.2, championnat de badminton reconnaissance. 3.3, heure d'ouverture publique du bureau. 3.4, lieu d'affichage des avis publics. 3.5, état financier 2023, rapport du maire qui sera présenté à l'écran. En 4, voirie et hygiène du milieu. 4.1, camion 6 roues pour le déneigement. 4.2, le PAVL, le volet double vocation pour les routes municipales. 4.3, le mandat de Marc Lucier au 53 rue de l'Église et le ponceau de l'avenue H. En 5, urbanisme et développement. En 5.1, on a inspecteur municipal adjoint nomination. En 6, sécurité civile et publique, préventionniste de l'Est, embauche. 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, c'est le projet Prima. 7.2, regroupement des OMH pour l'approbation. 8, demande et correspondance. En 8.1, on a des demandes pour la fête nationale, donc une demande du Club Lyon de Mont-Louis et une demande de sport et loisirs de Gros-Morne. 8.2, on a aussi pour une demande de l'association Chasse et Pêche, la demande d'utilisation d'un loader. En 9, il y aura le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. 11, levée de la séance. Donc, Vincent qui propose l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des commentaires, des ajouts, des objections à cet ordre du jour? Ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 2.0, donc les 2 procès-verbaux du mois de mai. Donc, on va commencer en 2.1 par celui du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai. Donc, tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal lors de la séance du 6 mai. Donc, ça va prendre un proposeur pour qu'il soit adopté tel que rédigé. Et Renaud qui propose. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des objections? Ça va. Donc, unanime là aussi. En 2.2, on a l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2024. Là aussi, les membres ont déclaré avoir lu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai. Donc, ça va là aussi prendre un proposeur. Il y a Stéphane qui propose. Donc, commentaire ou objection. Ça va. Donc, aussi résolu à l'unanimité. En 3, on a l'administration générale et la gestion financière, l'acceptation des dépenses. Donc, les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance. Le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées par la résolution. Ici, les montants n'apparaissent pas. Non, pas dans le document brouillon, mais on peut les sortir dans le document. Parce qu'on a regardé chacune des dépenses, sauf que le montant global, tu les as... Oui. On peut les ressortir ici. Oui, donc c'est toujours la même chose. C'est transcrit. Les comptes à payer généraux, c'est de 51 725,88. Il y a eu d'autres dépenses en salaire et retraite direct pour 51 235,70 et les autres factures payées pour un total de 68 457,78. Donc, ça va prendre un proposeur. Renaud. Donc, commentaire ou objection. C'est résolu à l'unanimité. 3.2. Championnat.
Là, c'est notre championnat. Donc, récemment, je ne me souviens pas c'est quelle date exactement, on a 2 jeunes de notre municipalité qui ont participé, qui se sont rendus au championnat provincial en badminton mixte. Donc, je sais que vous en faites durant l'année en individuel probablement aussi, mais là, en mix, en double mix, vous êtes rendu jusqu'au championnat provincial. Donc, on dit que c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui se rend à ce niveau-là. Donc, on souhaitait souligner en vous invitant à la séance. Puis on a décidé aussi que ce qui va être proposé, c'est que de vous offrir chacun un montant. Bon, c'est pas nécessairement une fortune, mais on va vous offrir 100 $ chacun pour souligner votre performance. Est-ce qu'on pourrait prendre une photo? Ils ont la médaille d'argent, c'est ça. Fait que là, après ça, c'est le championnat canadien, c'est ça? Donc, qui avait proposé le montant? Ça prend Renaud. Renaud qui propose. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'objecte, ça ne marchera pas, là. Ça va bien. Bon, félicitations. Donc, ça fonctionne. Tu as tout ce qu'il faut. C'est Renaud qui a proposé. En 3.3, on a les heures d'ouverture publique du bureau. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil entérine la modification aux heures d'ouverture publique du bureau d'administration de 8h30 à 11h30 et de 13h jusqu'à 16h du lundi au vendredi afin d'offrir une meilleure conciliation travail-famille pour la directrice adjointe. Donc, c'est le même nombre d'ouvertures, le même nombre d'heures d'ouverture, seulement qu'on va commencer plus tôt le matin, une demi-heure plus tôt pour finir. Avant, c'était de 9h à midi à peu près. C'est ça. Bon. Fait que là, ça va être 8h30, 11h30 pour lui laisser le temps là, à la maison avec les enfants, donc 1h30. Donc, c'est le même nombre d'heures d'ouverture. Souvent, c'est ouvert quand même jusqu'à midi. C'est juste que formellement, ou dans la vitrine, les heures d'ouverture, au lieu de mettre revient à 1h, puis d'être obligé de mettre un mot à chaque fois, 11h30, à cause pour aller chercher l'enfant à l'école, quoi que ce soit, donc 8h30, 11h30. C'est pratiquement les mêmes heures d'ouverture, c'est juste qu'on va être clair que on décale d'une demi-heure, finalement, les heures officielles. Puis, on réaffirme en même temps. L'autre point, l'autre partie de la proposition, c'est que, comme à chaque année, entre la Saint-Jean jusqu'à la fête du travail, les vendredis après-midi, le bureau municipal est fermé pour les vendredis après-midi. Du 21 juin au 30 août 2024. Tim qui propose. Commentaire? Non, ça va. Parfait. Unanime. Donc, pour le point 3.3, les heures d'ouverture, on a vu notre proposeur. On peut passer au point 3.4. C'est que ce sont les lieux d'affichage des avis publics. Donc, considérant l'article 431 du Code municipal régissant la publication d'un avis public, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en plus de son site Web et de sa page Facebook, désigne 3 endroits pour l'affichage d'avis publics sur son territoire, à savoir le bureau municipal, le babillard à l'intérieur de l'édifice, dans le corridor. Ici, il y a le bureau de poste de Mont-Louis et le bureau de poste à Gros-Morne. Petite précision, c'est juste un petit ajustement. C'est qu'on affichait historiquement, soit dans le babillard, il y avait déjà eu auparavant le babillard de la MRC à l'extérieur qui n'est pas utilisé depuis longtemps. Puis comme il y avait la page Facebook, le site Internet de publier, c'était utilisé comme les 3 endroits. Mais on va plus se fier à une interprétation très fixe de 3 endroits sur le territoire. Donc, ils vont être affichés carrément dans les 2 bureaux de poste, incluant le bureau municipal pour les avis publics. Vous allez toujours continuer à voir les avis qui sont couramment publiés et vus normalement par Facebook et le site Internet. Parfait. Donc, la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieures édictées par le conseil municipal. Propose. Vincent qui propose. Commentaires ou objections? Ça va. Donc, c'est unanime là aussi. 3.5, les états financiers, rapport du maire. Donc, considérant que le maire a fait rapport en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, il est proposé que le Conseil adopte le rapport du maire sur les faits saillants des résultats financiers 2023. Et c'est là que je vais me lever pour aller vous présenter ça.
Donc, sur la première page, il y a les 2 pointes de tarte. Fait qu'en haut, c'est le revenu de fonctionnement 2023. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2023, on va commencer par la plus grosse pointe de tarte, qui est 51 % des sources de revenus de la municipalité. Parfait. Donc, 51 % de nos revenus proviennent des taxes municipales. Donc, je tenais à préciser aussi que souvent, les municipalités de notre grandeur, d'ordre de grandeur comme nous, ça varie des fois entre 55 et 60 % de revenus des taxes qui proviennent, de revenus qui proviennent des taxes des citoyens directement. Fait qu'à 51 %, on est quand même plus bas là, pour les revenus. C'est sûr que probablement qu'on a un peu de la part de nos fonds éoliens, de nos revenus éoliens, qui permet de ne pas se rendre trop haut, de ne pas trop taxer les gens. Après ça, bien, on va y aller de ce côté-là. C'est les droits, les amendes, les intérêts et autres revenus, qui sont 16 % avec le montant de 371 418. Les services rendus pour 102 564. Donc, le 5 % dans les services rendus, ça peut être les ententes intermunicipales qu'on a avec la municipalité de Mont-Saint-Pierre et Rivière-à-Claude pour l'incendie. À Mont-Saint-Pierre, c'est aussi, on va faire le traitement des eaux aussi. Donc, en gros, c'est un peu ça. Le transfert de subventions, de 21 %. Donc, c'est ce qu'on reçoit en montant de subvention, des fois quand on fait les routes, quand on fait différents travaux. La péréquation. La péréquation aussi, qui fluctue des fois chaque année. Donc, en 2023, c'était 21 %. On a les compensations tenant de lieux de taxe, 164 301, qui est 7 %. Dans le fond, ça, c'est tout ce qui est des édifices provinciaux, gouvernementaux qui sont sur notre territoire. Ça peut être le territoire du ministère des Transports, les écoles. On a même une partie, je vous dirais, exemple à l'Anse-Pleureuse, la pisciculture qui est désaffectée. Mais il y a un montant qui nous vient, donc ça rentre dans cette catégorie-là. Pour précision, le gouvernement ne paie pas de taxes. C'est ça. Il paye l'équivalent des taxes. Ouais. C'est juste un jeu de mots. Fait qu'il n'y a pas de compensation tenant lieu de taxes. Après ça, on va y aller avec les dépenses de fonctionnement. OK, c'est bon. On va commencer par la plus grosse pointe de tarte, le vert. C'est le transport. Donc, qui représente quand même 29 % de nos dépenses. Donc, dans le transport, on inclut là-dedans probablement tous nos camions, l'essence, voirie d'été, d'hiver, c'est ça. Éclairage. 10 % qui est la sécurité publique. 20 % qui est l'administration générale. Donc, dans l'administration générale, 20 % c'est le salaire des employés municipaux. La gestion aussi de l'administration. Le pourcentage aussi des élus, le salaire des élus, maires et élus, est inclus dans cette partie-là aussi. Ensuite, les frais de financement qui sont de 5 %. Les loisirs, culture, 9 %. L'aménagement en urbanisme et développement, 4 %. Santé et bien-être, 1 %. Hygiène du milieu, 22 %. Donc, dans l'hygiène du milieu, j'imagine qu'on entre là-dedans la gestion de nos eaux potables, nos eaux usées. Donc, ça fait partie de ça. Donc, ça fait le tour là, de nos pointes de tarte. Je ne sais pas s'il y avait d'autres sections du rapport publié que tu veux faire le tour. On peut bien le présenter aussi. Donc, c'est tout de même que j'ai ici. Donc, on voyait le solde, donc l'excédent de fonctionnement non affecté, des surplus cumulés. Donc, chaque année, on essaie toujours avoir un certain surplus, sans exagérer puis trop engranger aussi. Donc, vous voyez que nos revenus en 2023, solde et revenus, on est à 81 000 ici. Donc, l'excédent, donc le total maintenant, au 31 décembre 2022, on était à 548 000, qui représente à peu près entre 15 et 20 % de notre budget. Ensuite, les 3 autres montants que vous voyez ici, ce sont les fonds éoliens qui nous proviennent de Northland Power, de Inergex et de la Régime Bas-Saint-Laurent. C'est les montants de 2023 qui sont au milieu ici. C'est vraiment eux. Donc, chaque année, ça nous rapporte, là, j'ai fait le calcul de ces 3 montants-là. En 2023, c'était 209 258, qui représente à peu près 10 % de nos revenus. Ensuite, le fonds réservé aux eaux usées ici, en 2023, qui est 12 000 $. Donc, le fonds réservé aux eaux usées, c'est à un moment donné, il faudra faire nettoyer les boues
notre champ d'épuration. Fait que ça coûte extrêmement cher. Donc, on ne peut pas payer ça tout d'un coup. Donc, on ramasse l'argent avant, on l'accumule. Puis, demander, mais quand ça vient le temps de nettoyer ça, ça coûte, je ne sais pas combien est-ce que ça peut coûter. Là. Depuis qu'on est là, on n'a jamais fait nettoyer, mais ça va servir à ça. Ça peut valoir un bon 100 000. Oui, hein? Autant que ça. On n'est pas rendu là encore. Oui. Et là, c'est qu'on a eu des dépenses à cause des pompes, parce que c'est aussi pour le renouvellement mécanique. Oui. On avait eu des pompes qui étaient usées depuis 10 ans, qui étaient dues, oui. et plus sollicitées. C'est pour ça qu'il y a eu quand même des bonnes dépenses dans les 2 dernières années. Ensuite, les recettes reportées carrières et sablières. Donc, ça, c'est à chaque fois qu'il y a des carrières sur nos territoires qui passent sur nos routes municipales, on a des revenus. Donc, ces revenus-là, on les accumule aussi parce qu'à un moment donné, quand ça vient le temps de réparer des routes, bien, on va piéger là-dedans. Puis notre route où est-ce que les carrières passent, c'est principalement la rue de l'Église. C'est oui. à zéro, mais il ne faut pas oublier qu'on vient de refaire toute la rue de l'Église jusqu'au pont Fénélon. Et là, vous avez un règlement d'emprunt. Et justement, c'est une partie des fonds, des recettes des 10 prochaines années pour payer l'emprunt va venir de ce fonds-là. Parce qu'ils doivent servir pour le chemin que ça a passé. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ce nouveau prêt-là, la portion de la municipalité, n'engendrera pas d'augmentation des taxes. Parce que justement, on utilise des fonds qu'on a pour ça. Et l'autre, c'est les recettes reportées des carrières et TNO aussi. Donc, s'il y a des matériaux qui proviennent des carrières, on appelle ça des territoires non organisés, comme derrière Saint-Anne-des-Monts, c'est un TNO qui est occupé, ou est-ce qu'il y a des carrières aussi, on peut avoir des revenus de cette partie-là. Mais ça a été spécifiquement ça pour le quai. Pour le quai, oui. Pour le quai de transport. C'est ça. Les roches qui sont pour enrocher le quai provenaient des territoires TNO. Ensuite... Faire le tour des investissements. Excusez-moi pour les 2 collègues, je vais essayer de réduire l'argent. Je vais voir si je suis capable de... C'est pas trop petit. Donc, je vais commencer quand même à le lire. Les gens vont pouvoir quand même voir. Donc, l'administration générale, donc les améliorations à l'hôtel de ville. Donc, il y a eu un 4 063 $. Sécurité et incendie, là, il n'y a rien. Transport et voirie, fait qu'on voit qu'il y a des camions de déneigement, de l'équipement, des honoraires, le garage à Gros-Morne, le programme du MTQ, donc pour le RIRL, restauration du réseau local, donc rue de l'Église. Il y a les radars pédagogiques qu'on a achetés. On a 3, je pense, qu'on les a installés dans les villages, mais un aussi à l'Anse-Pleureuse parce que c'est problématique. Donc, ce sont des radars pédagogiques. Ils ne donneront pas d'infraction, ils n'enregistrent rien, mais ils enregistrent des données. Puis ces données-là, on va s'en servir avec la Sûreté du Québec pour leur montrer que certaines parties de routes municipales, même la 132, ça roule extrêmement vite, puis on veut que vous fassiez de la surveillance à ces points-là. Donc, ça, c'est les radars pédagogiques. Rue de la Rivière, les plans de vie, la programmation de la TEC, les honoraires. Donc, vous voyez les montants qui sont ici. C'est des montants là, assez importants. Dans l'autre colonne, dans l'hygiène du milieu, donc dans le divers, il y a de l'équipement, des honoraires. Il y en a pour 50 227. La conduite de l'aqueduc temporaire à Mont-Louis. Ça, je pense que c'était le montant par rapport au pont Fénélon quand il y a eu le bris. Hein? C'est pas ce que ça a coûté total, non, c'est le montant qui avait été facturé en 2023. C'est pour ça que ça c'est le montant qui apparaît là pour la conduite temporaire. Je vais faire une parenthèse pour compléter ce que tu présentais. On voyait rue de l'Église RIRL, on voyait 148 000 dans les programmes du MTQ. Il ne faut pas oublier que le 2 millions d'investissements avaient été faits dans l'année précédente. Ça, c'est pour ça qu'on ne le voit pas cette année. Les montants sont plus humbles cette année côté voirie. Après ça, ben, il y a 349 000 qui est la programmation de la TEC, donc la mise aux normes de la télémétrie de l'aqueduc, qu'on a parlé aussi, l'assainissement des eaux à Gros-Morne et la réfection des puits et des réservoirs. L'aménagement en urbanisme, le développement, bon, au 53 rue de l'Église, la plateforme Anecdote, aussi 5 396. Les loisirs et les cultures, Loisirs et culture, le centre Jules Drouin. Donc, il y a un 17 907, mais qui inclut aussi les investissements au jardin communautaire, dont la serre, qui fait partie de ce montant-là. Ensuite, les autres, c'est les montants qui sont notre dette à long terme, donc des investissements qu'on fait. On a des programmes pour ça, mais ça s'échelonne des fois sur plusieurs années. Donc, le premier montant, c'est le MTQ, le chemin du portage. Vous voyez que le solde est à 0 ici, mais le montant est reporté à la ligne 2023 ici. Chemin du portage aqueduc, donc il y a un montant de 327 000 ici. Donc, le refinancement est à 116 000.
Puis ça, souvent, c'est des financements sur à peu près 10 ans. Fait que nos dettes à long terme concernent le MTQ, le chemin du portage, les eaux usées à Mont-Louis III. Après ça, MTQ, le chemin du portage et la roue de l'église à Gros-Morne. La roue de l'église à Mont-Louis, c'est-à-dire le MTQ, c'est la roue de l'église. Après ça, il y a encore TEU, c'est les eaux usées à Mont-Louis, maison, mer et montagne. Le FIMO, la conduite d'aqueduc de la rue de l'église. Donc, ce sont tous des montants qu'on ne peut pas payer tout d'un coup. Il faut étaler ça sur plusieurs années. Et le camion 6 roues de déneigement, qu'on va parler un petit peu plus tard dans la séance. Ça, c'était non, c'est celui-là qu'on a déjà, c'est le premier. Là, on va en avoir un autre, oui, c'est ça. Un autre, exactement, parce qu'on avait un autre qui était incendié au mois de novembre. Donc, ça ne va pas mélanger les deux qu'on va parler dans un point qui s'en vient. Donc, ça fait le tour pour la situation financière au 31 décembre 2023. Il y a Vincent qui avait proposé. Merci. Pas de commentaires ou objections. Je ne veux pas recommencer ça. Non. Bon, on va aller au point 4, c'est ce point-là. Le 4.1, le camion 6 roues pour le déneigement. Donc, vous savez qu'il y en a un qui a passé au feu l'automne passé. Donc, il nous en reste un et demi. Fait qu'on ne veut pas entreprendre l'hiver avec un camion et demi s'il y a des tempêtes. Fait qu'on a fait un appel d'offres. Donc, ce qui est proposé, donc on a reçu une soumission pour un montant de 366 500 $ avant taxe. Donc, c'est ce qu'on a. C'est la seule proposition, la seule soumission qu'on a. Et on va aller de l'avant parce qu'il y a aussi une partie aussi qui va éponger ce montant-là, c'est les assurances du camion qui a brûlé aussi. Fait que c'est pas tout à fait ça qui va coûter. On a un 130 000 ronds qui avait été... oui, 130 000. Les assurances 130 000 qui vient éponger une bonne partie du montant. Puis ça va être inclus au règlement d'emprunt qu'on avait adopté pour les différents équipements, oui. Donc sur 10 ans. On récupère les taxes aussi. Oui, évidemment. Sauf le 5 Propose. Pas de commentaires, d'objections. Le seul commentaire qu'on a eu, c'est de nos employés, c'est que c'est de l'équipement qui est fait plus fort que ce qu'on avait déjà aussi. Fait que ça va être plus robuste. Ça va permettre, là, on va en avoir 2,5. Fait que notre demi va être moins sollicité, va nous durer beaucoup plus longtemps aussi en cas de bris. 4.2, le PAVL, le volet à double vocation 2023. Donc, attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement, attendu que les critères concernant l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés, attendu que le ministère de la Forêt, de la Faune, des Parcs ou le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni à la demande de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis l'information appropriée concernant le type et le volume de ressources transportées ainsi que le nombre annuel de camions qui empruntent là où les routes du réseau municipal à compenser. Attendu que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du transport lourd pour l'année en cours. Donc, il y a un tableau ici. On parle de la rue de l'Église, donc d'ici du coin de la 132 jusqu'à à peu près où est-ce que l'asphalte se termine, pas loin de la Pépinière. Donc, ça donne 4,6 km. Donc, et les ressources transportées essentiellement, c'est miniers et forestiers. Le nombre de camions chargés par année représente 1993 camions, quand même, qui passent sur les routes. Fait que c'est pas seulement des voitures, fait que ça abîme les routes plus que des voitures ordinaires. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du et des chemins à double vocation subventionnés, et ça sur une longueur totale de 4,6 km. Renaud? Petite parenthèse, on va chercher environ 9 000 $ de subvention. Ça fait partie des revenus de subvention qui permettent de couvrir notre dépense de fonctionnement, juste en entretien de fonctionnement. Déjà, on couvre nos frais en partie avec ça. Donc, il n'y a pas de commentaire, pas d'objection. Fait que c'est unanime pour ce point-là aussi. Urbanisme et développement en 5.1, l'inspecteur municipal adjoint, nomination. Donc, l'année dernière, on a embauché un employé de plus pour qu'il se forme
comme inspecteur municipal. Donc, le conseil nomme M. René Robinson, inspecteur adjoint, sous-superviseur de l'inspecteur municipal, M. Éric Darèche, officier municipal habilité à délivrer des permis et à émettre des constats d'infraction en vertu des règlements municipaux en vigueur. Propose. C'est Stéphane qui propose. Commentaire, objection. Ça va. Unanime aussi. Sécurité civile et publique, 6.1, préventionniste de l'Est, embauche. Donc, ce qui est proposé, c'est... Entériner l'embauche. Hein? Vous entérinez l'embauche, oui. Oui, donc on a enterré l'embauche, c'est celui qui le faisait l'année passée, c'est M. Martin Fournier, donc qui sera le préventionniste là, pour... Ça, est-ce que c'est un poste qui est renouvelable chaque année? Oui, parce que c'est une entente annuelle avec qu'on renouvelle annuellement aussi avec les autres municipalités. Oui. C'est une entente intermunicipale qui couvre de Madeleine à Lamartine. Lamartine, oui, OK. Fait qu'un préventionniste, c'est quelqu'un qui peut faire des visites, qui peut vérifier vos cheminées, si ça ne flambera pas l'hiver prochain ou tout ce qui pourrait causer des incendies. Puis tous les secteurs n'étaient pas faits en même temps. Il y a des, puis on avait des cas, je peux même le souligner oui. Pour dire que ça a été discuté. Est-ce qu'on le voyait sur le terrain? Fait qu'il y a eu des questionnements. Fait qu'il y a eu quand même des démarches de fait et des façons de faire aussi qui vont changer avec la direction à Saint-Anne-des-Monts puis l'employé. Puis ce qui fait en sorte qu'au lieu des fois de cibler peut-être juste plus un territoire sur 5 ans puis le revoir, on va aller sur tout le territoire au complet en petits morceaux pour être présent partout en même temps, pour garder une présence partout aussi. Fait comme ça, publiquement aussi, on a plus l'impression d'avoir du feedback. Fait que ça, c'était principalement pour le questionnement, que ça faisait partie un peu de nos démarches. Mais voilà. Parfait. Est-ce que tu as vu le proposeur pour le poste? Non. Propose. Bon, OK. Daniel? OK, oui. Daniel, oui. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des commentaires, des objections? Ça va? Donc on y va unanime dans ce point-là. 7.1, bien dans 7, c'est loisirs et vues communautaires. 7.1, projet Prima. Donc Prima, c'est pour les personnes, mettons, les 50 ans et plus, ou toute la population. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière. La municipalité a pris connaissance du guide Prima et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue, d'entretien ou des infrastructures subventionnées. La municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du Prima, y compris tout dépensement de coûts. Donc, il y a quelques années, on avait fait une consultation auprès des 50 ans et plus. Donc, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir sur nos territoires? Donc, ce qui était ressorti, c'était un anneau de marche, soit asphalté ou en roche. Il y avait sorti des équipements comme piste de danse, jeu de chauffeur-ball, pétanque. On avait aussi le jeu là, comme qui ressemble à du tennis, là, le pickleball aussi, des gazebos et des tables de pique-nique aussi qui pourraient être adaptées aux gens qui sont en chaise roulante. Donc, si tu arrives avec une chaise de pique-nique, une table de pique-nique ordinaire, tu n'as pas de place. Il y a des tables aussi qui pourraient être aménagées pour laisser la place à ces gens-là. Et peut-être d'autres équipements. Donc, on est admissible. Si on dépose un projet et qu'on est admissible à ce projet-là, on peut avoir 100 000 $ d'aide financière maximum. Donc, si on dépose un projet puis qu'on a pour 95 000, bon, on reçoit 95. Si on a pour 110 000, on reçoit quand même 100 000. Fait qu'on ce qu'on va essayer, c'est de déposer un projet pour avoir à peu près 100 000 $ qui ne coûtera rien. C'est une subvention du programme Prima du ministère. Donc, on a jusqu'au 18 juin pour déposer. Fait qu'on va avoir d'ouvrage dans les prochaines semaines. La prochaine semaine. Renaud avait proposé. Oui. Commentaire? Objection? Ça va? Donc, unanime. Claude? Oui, il y avait une main, oui. On a toujours pas le droit de poser des questions. À la période de questions, oui. Mais êtes-vous en contact avec la ressource MADA pour ce sujet-là? Oui. Merci avec Oui. Cossette, Sylvain Cossette, oui. C'est ça, il nous avait dit qu'on pouvait le solliciter si on avait besoin d'aide pour compléter ce formulaire-là. Oui. Le point 7.2, c'est le regroupement des OMH, approbation. Donc,
Vous savez que notre OMH ici à Saint-Maxime-du-Mont-Louis va faire partie d'un regroupement. Hein? Daniel, tu pourras préciser, là, je vais lire le document, puis c'est un ajout, tu pourras le rajouter, parce que Daniel siégeait sur le conseil d'administration de l'ancienne OMH. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Mont-Louis, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Anne-des-Monts, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Moïse, de Baie-des-Sables, de la ville de Métis-sur-Mer, d'Amqui, de Capcha, Les Méchins, la Métis, la Matanie et l'Office d'habitation de la Matanie, de la Matapédia, par exemple. Oui. Donc, on va faire partie d'un grand regroupement. Fait que ça va prendre un proposeur pour que le Conseil recommande le regroupement à cette grande entité. Vincent? Commentaire. Oui. Donc, propose une proposition. Dans les commentaires, Daniel, tu peux y aller. Bien, essentiellement, là, ce qui était important pour l'Office de Mont-Louis, c'était de conserver une certaine emprise sur sa gouvernance. Alors, on a réussi à obtenir que l'Office de Mont-Louis, en fait, on a réussi à obtenir une alternance entre Mont-Louis et Capcha sur le conseil d'administration du nouvel office. Et ce qui n'est pas le cas de tous les offices qui vont faire partie du regroupement. Donc, à ces conditions-là, oui. En tant que représentant municipal, OMH, je recommande l'adhésion de l'OMH Mont-Louis au nouvel office. Parce qu'au début, on l'avait peut-être même pas. Il y a vous envoyez plein d'OMH, il y en a qui ne sont pas représentés du tout. Nous, on a tenu notre bout, puis Daniel aussi était sur le comité. On a tenu à avoir quelqu'un un peu sur le CA, mais il ne pouvait pas avoir tous ces gens-là. Mais on a réussi, on a parti de rien, puis on a comme une année sur deux à peu près qu'on va être sur le CA décisif. Donc, on va pouvoir aussi, l'année qu'on n'y sera pas, bien, le représentant de Capcha qui va y être va communiquer avec on va être quand même au courant. Fait que c'est mieux que de pas d'avoir personne du tout. Fait qu'il n'y avait pas d'objection, mais il y avait eu un commentaire de Daniel. Oui, c'est hors résolution, mais écrit en commentaire suite à la résolution. Merci, Daniel. En 8, les demandes et les correspondances. Donc, on a eu deux demandes officielles pour nos deux fêtes nationales. Notre fête nationale, mais qui est célébrée dans nos deux villages principaux. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil accepte de faire un don de 100 $ au Club Lion de Mont-Louis et un 100 $ à Sport et Loisirs de Gros-Morne, qui organise la fête nationale à Gros-Morne et à Mont-Louis. Propose. Stéphane qui propose. Commentaire ou objection? Parfait. Unanime là aussi. L'association Chasse et Pêche demande l'utilisation d'un loader. Je vais aller voir mon document pour vous lire la demande. 8.2. Donc, Chasse et Pêche demande à la municipalité de pouvoir emprunter le loader une demi-journée afin de pouvoir faire le nettoyage des arbres qui bloquent les accès au lac à la truite et le lac à la dame pour tout le monde, pour le public. Là, il paraît que c'est tellement poussé que ça passe plus. Donc, évidemment, comme Kevin Laflamme, notre employé, fait aussi partie de l'association Chasse et Pêche, donc il se porte volontaire, bénévole pour conduire la machinerie pour cette demi-journée-là. Donc, ce que ça nous coûtera, c'est l'essence pour y aller. Parce qu'en réalité, lorsqu'une entreprise ou un privé demande de la machinerie municipale, on ne la prête jamais. C'est toujours opéré par la municipalité. On ne se substitue pas à une entreprise privée. Sauf que si justement l'entreprise privée n'est pas disponible, on peut y aller. On a une tarification pour la machinerie. Fait qu'on aurait pu arriver avec une tarification pour la machinerie et le temps. Mais on contribue de différentes manières dans nos champs de compétences municipaux pour l'intérêt public à différents organismes. Puis on aurait pu mesurer le montant de la contribution. Puis, alors que là, le temps ne sera même pas à la charge de la municipalité, va être bénévole de la part de notre employé, mais c'est quand même un employé qui va conduire pour notre protection. Fait que nous, c'est tout simplement un montant, une contribution, mais qui ne sera pas facturé. Je propose.
Donc, il n'y avait pas de commentaire d'objection, ça va? Parfait, donc c'est unanime là aussi. Au point 9, je n'ai pas pensé de vous le demander tantôt, est-ce qu'il y avait des rapports de représentants municipaux, mais sûrement Renaud, pour ce qui s'en vient, on n'aura pas de séance avant la fête nationale. Oui, c'est ça, c'est d'inviter les gens à participer aux fêtes à Mont-Louis, qui vont probablement être le 23, puis à Gros-Monde le 24, ou les deux le 23. On n'est pas encore définitivement fixé là-dessus, mais le principal, c'est qu'il y ait deux fêtes, puis que tout le monde participe, puis en souhaitant d'avoir une belle température. C'est Renaud. Y a-t-il d'autres... De votre côté, ça va, les gars? Oui? OK. Donc, il n'y a pas d'autres rapports de représentants municipaux. Période de questions. On avait des questions dans la bouche. D'ailleurs, vous êtes ici dans la salle pour en parler, mais que vous soyez là ou pas là. Je voulais le dire qu'on le soulignait aujourd'hui à la période des questions. On a eu d'abord une première demande par rapport à notre réglementation. Ce n'est pas quelque chose que le citoyen pouvait faire, une demande via un formalisme, là, payer un montant puis demander un changement de zonage. C'est le règlement de lotissement. Si je peux me permettre, peut-être, je te pourrais compléter si tu veux, mais je vais juste au moins présenter la question, la résumer. C'est que notre règlement de lotissement ne permet pas, si le terrain ou le lot n'est pas déjà avec une certaine largeur sur une rue, minimalement sur une rue, ne peut pas avoir un permis de construction. Fait que pour ce faire, la seule façon, c'est de changer le règlement de lotissement. Parce que normalement, on crée un chemin, une rue. Mais dans le cas qu'il nous est demandé aujourd'hui, ça a déjà été essayé. On ne peut pas créer de rue parce qu'il y a des contraintes à cause des ruisseaux et à cause des pentes. Oui. La seule façon de faire, c'est que pour séparer le grand terrain, qu'il y a deux constructions. Sauf que pour avoir accès à la rue, il n'y aurait pas assez de frontage pour les deux terrains sur la rue. Ceci dit, notre réglementation, comme bien d'autres municipalités, ça ne le permet pas. Mais il y a des villes qui le font. Sainte-Anne-des-Monts le fait. C'est un des changements qu'ils ont fait, eux, en même temps qu'ils avaient fait le changement que nous, on a demandé pour le 53 de rue de l'Église. C'est pas une problématique qu'on avait. Ça demande quand même une analyse puis une rédaction pour l'inclure. Vous savez que tout processus de changement de règlement, ça vient aussi avec des publications dans le journal. Ça nous coûte au-delà de 1000 $ déjà avec 2 publications dans le journal, les consultations puis les formalités. Ceci dit, ce qui est proposé suite à un questionnement, c'est de dire que si vous êtes d'accord, on pourra inclure le processus pour modifier le règlement de lotissement. On ne peut pas promettre de délai, mais ce que moi, à la direction, je vous propose, c'est comme on est déjà en train de changer notre règlement, c'est de l'inclure, un peu comme l'autre correction et tous les changements qu'on est en train de faire pour le mettre dans le même projet, qui est le prochain projet qui va être changé de toute façon. Ce qui veut dire, sauf qu'au lieu d'être prêt peut-être au mois de juillet, ça va peut-être aller au mois d'août. C'est une question d'un mois ou deux pour dire qu'on était vraiment sur le point de finaliser. D'ailleurs, je vous informe aussi que je m'attendais à avoir un dépôt à la mi du mois de mai. Ils ont eu du retard. Je ne suis pas satisfait, mais ils nous ont quand même répondu pour dire la vérification est terminée. Il reste rien qu'une question de mise en page cette semaine. C'est une question de jour de mise en page. Si on avait eu notre séance la semaine prochaine, peut-être que ça aurait été prêt, mais là, ça va aller à celle de juillet. Je ne dis pas que ça aurait été prêt pour une adoption, parce qu'il faut quand même, il y a des discussions à avoir, il va falloir que vous le lisiez, puis il va falloir quand même. Mais sauf que le temps de le lire, de l'analyser d'ici, par exemple, la séance de juillet, il y a peut-être des chances qu'on arrive avec un projet à déposer. Puis je vous dirais qu'on a le temps d'ici la séance de juillet, prendre des exemples comme celui de Sainte-Anne-des-Monts, puis d'amorcer le processus. Mais c'est ça, c'est qu'il va falloir que vous soyez d'accord sur le projet de modification de règlement. Fait qu'on va vous le présenter en séance de travail, puis vous pourrez prendre la décision de l'inclure ou pas au projet, puis vous en saurez à ce moment, vous en aurez le cœur net, mais plus lors d'un dépôt de projet. Fait que c'est ça. Mais on vous tiendra compte peut-être même avant pour dire vous allez savoir à quoi vous en tenir là, avec ceux qu'on aura eu la chance de leur travailler, puis qu'on aura eu le dépôt justement de nos modifications de règlement d'urbanisme. Fait que c'est ça que je vous lance. S'il y a des commentaires peut-être de votre part ou si vous voulez compléter ou... Disons que vous connaissez un peu le dossier, puis... Mais moi oui, mais peut-être moi. Oui, c'est ça. En fait, on a essayé depuis... Ça fait 7 ans qu'on essaye d'être plusieurs sur un terrain. Puis le lotissement, pente de chemin, c'est ça qui n'est pas possible de changer parce qu'il faudrait dynamiter. Puis bon, c'est pas possible. On a racheté 15 mètres, on a excavé, on a fait un autre chemin, on a fait le... puis là, quand je suis arrivé à Christian l'Italien, on a mis en vente notre propriété, mais on désire en garder une partie.
Et il m'a dit, ah mais là il y a une loi qui vient de changer à Sainte-Anne, mais il ne savait pas si Mont-Louis l'avait fait aussi, ou ça permet par exemple notre chemin maintenant, dont on est propriétaire de 15 mètres, de le séparer en deux, 7,50 mètres pour que chacun ait accès à une propriété. Puis suite aux vérifications, bon, ils ont vu que ça n'avait pas été changé dans le règlement ici, mais il m'a certifié que lui, ça avait débloqué énormément de dossiers à Sainte-Anne, le fait d'avoir changé ce truc-là. Puis que ça avait permis à plein de gens de pouvoir s'installer sur des dossiers qui étaient bloqués. Comme si le chemin devenait commun aux deux terrains, c'est ça? Oui, mais en fait, le seul truc que je m'expliquais pas après, c'est qu'à l'époque, on avait eu comme une dérogation mineure qui nous avait permis de construire sur un terrain accessible par une servitude. Mais là, on veut comme séparer, mais je pense que c'est là que ça rentre dans le cadre d'un lotissement. Je crois que c'est ça qui ne marche plus, c'est qu'on ne peut plus aller en dérogation mineure pour ça, parce que le but, c'est d'accéder, d'avoir deux cadastres à la place d'un, en fait, pour permettre de garder une partie de la propriété, d'en vendre une autre, puis que deux familles s'installent à la place d'une sur le terrain. OK. Puis, que je vous disais, Est-ce qu'on sait le règlement actuel, par exemple, là, par rapport à la largeur? On demande 7,5. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas 7,5. Non, c'est 50 mètres. 50 mètres. Non, c'est 50 mètres. C'est que ce qui arrive, c'est qu'il y a des notions, c'est qu'on permettrait un terrain. C'est parce que le 50 mètres va exister encore. C'est qu'au lieu d'être sur chemin, c'est que le terrain, s'il y a les dimensions 50 mètres de profondeur, puis telle largeur et 50 mètres dans le terrain, mais qu'on se ramasse à avoir un minimum de largeur au chemin, un chemin avec un minimum de largeur, on appelle ça un lot partiellement enclavé. Il y a quand même un accès au chemin officiel. Et c'est pas une servitude. Et là, on a le droit d'avoir un permis de construction. Donc, c'est vraiment l'objectif. Je te dirais, c'est même discutable le fait d'avoir une servitude sur des lots. Puis, si on veut vraiment suivre la réglementation aujourd'hui, même l'arpenteur le dit, j'ai besoin d'avoir une réglementation qui permet des lots partiellement enclavés. Oui. C'est pour ça que, mais ça, nous, il faut changer le règlement pour ça. Parce que le règlement de base des années 90 ne le permet pas, puis ça n'a jamais été adopté. Donc, comme je dis, c'est en poussant des fois les réflexions qu'on finit par l'avoir, mais comme je dis, les changements au règlement d'urbanisme, il y a un minimum parce qu'il faut adopter justement 2 projets, ça prend un minimum 2 mois, plus les publications dans le journal, puis après ça, il faut attendre le certificat de la MRC qui donne au moins 1 mois de plus avec le séance. Oui, ça, on est conscient des délais. Parfait. Il faut qu'à un moment donné, justement, je crois que c'est parce qu'il y a des gens à Sainte-Anne qui ont poussé ces dossiers-là que maintenant, ça a permis à plein de choses de créer, puis d'aboutir. Donc, c'est pour ça qu'on le fait de notre côté aussi. Donc, ça va être discuté avec le conseil, puis on tiendra au courant là, Merci. du cheminement. Merci. Parfait. Il y avait aussi l'autre question qui était par rapport à la demande pour un frigo communautaire. Donc, vous demandez est-ce que vous cherchez un local? En fait, c'était sur ça de ce que j'ai compris. Un local ou un lieu, oui. On prépare peut-être une petite présentation sommaire du projet juste pour mettre la table. Oui, Puis, je sais pas si... Y a-t-il l'occasion de projeter le document ou c'est trop demandé? Hein? Non, il n'y a pas de problème, mais celui-là, c'est peut-être plus simple si je l'ai je le diffuse, ou sinon ça prend un ordi avec un sur le même réseau. Hein? C'est le même document que tu m'as envoyé. Oui, je l'ai. Génial. Ok, vous l'avez. Oui. C'est gentil. Ça s'en vient. Juste un petit... juste mettre la table, c'est quoi le projet, d'où ça vient, à quoi ça sert. Puis après, on va pouvoir vous expliquer un peu notre demande en détail. En fait, le projet Frigo communautaire est né d'un regroupement d'organismes de différents partenaires qui s'est rassemblé et qui a dit il n'y a pas encore de frigo communautaire dans la MRC de la Haute-Gaspésie, ça serait intéressant de mettre en place ce projet-là. Puis l'idée est venue de faire ça pour éviter au maximum le gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup de denrées qui sont gaspillées, qui sont jetées. Il n'y a pas nécessairement de lieu pour aller mettre ces denrées-là qui sont sur le bord de passer date. On ne sait pas où les mettre. Par exemple, quand on fait une activité, on a des restants, on peut aller les porter dans ces lieux-là qui sont des frigos communautaires. Puis on veut vraiment que la population s'approprie ces lieux-là et les utilise au maximum. Ça permet aux gens plus défavorisés aussi d'avoir accès à de la nourriture gratuite. Au niveau des partenaires impliqués dans le projet, là, vous l'avez à l'écran, initialement, c'est un projet de partageance du Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie, de la récup alimentaire, de nourrir notre monde, puis de Haute-Gaspésie, me voici. Par la suite, là, le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, la DIDS, puis la MRC se sont ajoutés au projet. Présentement, on a un financement là, assuré par la DIDS qui garantit là, en fait, un chargé de projet qui est Rosira pour mettre en place les frigos communautaires à travers la MRC. Puis on a un deuxième financement qui vient de la MRC
qui est là pour assurer l'achat d'équipements qui représente essentiellement 3 frigos pour la phase du projet. Fait que dans le fond, là, moi, mon mandat, c'est vraiment de lancer comme la phase 1 du projet de frigo communautaire. Fait qu'il y a 3 municipalités qui ont été ciblées, Cap-Chat, Saint-Anne-des-Monts, Mont-Louis. Puis on est pour parler, là, pour en installer un peut-être aussi à la Maison de l'Essentiel. Il faut qu'on parle avec la nouvelle direction qui est là-bas. Fait qu'il y en aurait peut-être un à Gros-Nord aussi, étant donné qu'il y a comme un lieu propice à ça. Pour la première phase, ce que les partenaires veulent essayer, c'est dans le fond d'installer des frigos dans des lieux qui existent déjà. Parce que des frigos communautaires, on voit souvent ça à l'extérieur. Donc ça peut être genre sur le trottoir, devant un café par exemple, où il y a beaucoup d'activités. Ils vont brancher ça sur le trottoir, à côté à la bâtisse, ça va être peinturé de couleurs, puis les gens vont passer. C'est comme un genre de lieu extérieur, les gens vont passer, déposer de la nourriture, chercher de la nourriture. Ici en Gaspésie, on pense que c'est peut-être un peu plus complexe d'installer des frigos à l'extérieur comme ça, à cause des intempéries. Fait que pour la première année, on s'est dit, testons phase 1 dans des lieux qui sont intérieurs, donc où on peut juste, des lieux publics où on peut déjà aller, qu'il y a des heures d'ouverture, puis que les gens pourraient aller et venir quand même assez facilement, comme ça. Fait qu'il y a plusieurs lieux qui ont été ciblés là, à Cap-Chat, Saint-Anne, puis Mont-Louis pour ça. Comme on le disait là, dans le fond, un frigo communautaire, c'est vraiment, tu peux prendre la nourriture gratuitement, mais tu peux aussi aller en déposer. Donc pour les organismes, ben, c'est vraiment les organismes, je pense, les principaux utilisateurs qu'on cible, mais c'est pour toute la population, parce que comme Philippe disait, si tu organises une activité, par exemple, les activités au jardin communautaire, on achète des collations, on fait des hot dogs par exemple, on fait des trucs qui en restent. Après ça, on ne peut pas nécessairement se déplacer dans un organisme qui est ouvert au moment même pour aller déposer la nourriture. On laisse au frigo, tout le monde peut aller se servir. Dans le fond, là présentement, on est en phase de diffusion du projet puis de création de comités. Ces comités-là, ils vont avoir un rôle assez complet au sens de les comités vont vraiment s'occuper de tout ce qui est la gestion du frigo, fait tout ce qui est décider qui lave le frigo, quand c'est lavé, diffuser les heures d'ouverture, diffuser le lieu dans lequel le frigo est, s'assurer que le frigo est rempli, que les denrées sortent, tu sais que tout ça c'est entretenu puis que c'est bien pris soin. Pour notre comité à Mont-Louis, là on a déjà des personnes, j'avais fait une petite liste, fait qu'on a déjà le CJE, les travailleuses de milieu, la récupération alimentaire, des citoyens et citoyennes bénévoles qui sont intéressés à s'impliquer. Il y a des approches qu'on pourrait faire ici avec, ben là c'est pas le temps de le faire présentement, mais à l'automne avec l'école, avec Enfantaisie, avec d'autres organismes là, qui travaillent dans le milieu ou qui sont en contact avec beaucoup de citoyens qui pourraient être sur un petit comité de gestion du frigo. Fait que là, ce qui nous manque, là, comme Philippe disait, on a des sous pour le projet, on a de l'argent pour faire du graphisme. Moi, je suis en contact déjà avec pour faire la création de visuels. J'ai l'argent pour pouvoir acheter des frigos grâce à la MRC, mais on cherche des lieux. On veut des lieux pour qu'ils soient facilement accessibles, qu'ils soient assez centraux pour que les gens puissent aller et venir. Fait que là, c'était un peu le pourquoi qu'on venait ici aujourd'hui, voir si la municipalité avait envie de s'impliquer. Puis aussi faire savoir aux conseillers, aux personnes qui sont ici que c'est un projet qui va avoir lieu et que tout le monde peut s'impliquer si ça les intéresse. Fait qu'autant la municipalité à titre de municipalité que les individus ou en parler autour de vous. Puis on voudrait qu'il y ait un petit noyau de citoyens et citoyennes qui disent ben moi ça me tient à cœur, j'ai envie de m'en occuper. Puis je vais y aller moi une fois ou 2 semaines faire un petit ménage du frigo puis vérifier que tout est beau puis ça va être mon implication. Fait que c'est une belle façon de s'impliquer puis c'est pas trop demandant parce que c'est vraiment plus que de gens qui souvent au niveau puis ça fonctionne comme ça. Fait que c'est pas mal ça. D'où proviendrait la nourriture? Est-ce que ça proviendrait, exemple, comme le métro qui font de la récupération alimentaire? Ouais. Je sais qu'ils amènent de la nourriture, là. Moi je prends l'autobus, puis ils en descendent des fois une fois par 2 semaines à la maison d'essentiel pour les activités. Ça, je comprends ça, mais si c'est tout le monde qui va porter, mettons, moi, j'ai mon steak haché dans le frigo, il achève un peu, je vais le porter là. Y a-t-il ma PAC là-dedans qui fait que faut pas qu'il y ait une contamination, que quelqu'un soit malade? J'ai pas bien parlé de ça, mais effectivement, c'est intéressant. On va faire un genre de code de vie d'utilisation du frigo, puis moi, je vais m'occuper d'accompagner les citoyens et citoyennes. Par contre, j'ai déjà fait les recherches préalables, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, c'est des projets qui existent dans le Québec depuis longtemps. Fait qu'il y a comme des types d'affichage avec quoi faire, quoi pas faire, comment l'utiliser, puis on met ça sur les frigos
Puis, comme je disais, ça va être mis en graphisme, puis on a de l'argent pour les faire imprimer, des affiches comme complètes pour que ça soit très bien visible, bien illustré pour que ça soit clair. Je connais pas là, par cœur, mais il y a effectivement des trucs spécifiques, comme par exemple, il y a des frigos qui interdisent la viande qui provient, mettons, des maisons, pour éviter certains types de contamination et tout ça. Fait que ça, il y a une recherche qui est faite, puis il va y avoir un travail avec les comités, puis il va y avoir comme un code de vie par comité qui pourrait être présenté aussi soit au conseil municipal, soit aux porteurs, toutes les personnes qui vont porter les projets, par exemple à CAPTCHA, ça va probablement être le centre de pédiatrie sociale, mais eux autres, vu que c'est chez eux qui va avoir le frigo, ben, ils vont dire ok, ça nous convient comme réglementation, comme code de vie, on approuve, parfait, on va là-bas. Ça va être fait avec les comités. Question. Ouais. Dans ton frigo, si tu juste du frais, on peut avoir du congelé aussi? Il y a du congelé pour l'instant. On vise ce qu'on a comme budget. Là, dans le fond, c'est à peu près 1000 $ par frigo. Fait qu'on pense qu'on peut acheter juste un frigo conventionnel porte-frigidaire avec congélateur au-dessus. Si on est capable d'aller chercher d'autres financements locaux que les municipalités veulent s'impliquer ou qu'on aurait des partenaires comme commanditaires, on pourrait peut-être aller vers l'achat de frigo plein pied, congélateur plein pied pour dire qu'on a une grande quantité de stockage, mais on se dit qu'en phase 1, peut-être on va essayer juste frigo normal avec le petit congélateur, mais éventuellement, de ce qu'on entend, en tout cas à Matane, c'est que chaque fois que c'est rempli, c'est vidé dans la même journée par les personnes les citoyens et citoyennes. Fait qu'on se dit que peut-être un frigo avec un petit congèle, ça ne sera pas assez. Pour répondre aussi à ta question, Claude, précédente, qui fait du lien avec ça, la récup alimentaire, effectivement, va apporter des denrées dans les frigos, par exemple. Quand il y a des prêts à manger qui ne peuvent pas se congeler, comme des salades préparées, des trucs comme ça, la fin de semaine arrive, la récup alimentaire, je ne sais pas si ça va se rendre à Montlouis, là, on va voir comment ça va se gérer avec le transport. Là. Mais la récup alimentaire va utiliser les frigos communautaires pour écouler ces trucs-là qui ne peuvent pas passer à travers les organismes. Par exemple, quand ils reçoivent 200 yogourts, mais si on donne 20 à chaque organisme, il reste quand même 20 yogourts. Fait que là, ils vont les dispatcher dans les frigos communautaires comme ça pour que la population puisse aller se servir. Est-ce que ça pourrait être, est-ce que nos épiceries locales, comme on est à Gros-Mort, dans la Mont-Louis, il y a quand même Mont-Saint-Pierre qui n'est pas loin, est-ce qu'eux autres ont du surplus commandé qu'il faut qu'ils jettent, qui pourrait alimenter ces frigos-là? Donc, de ce qu'on sait pour l'instant, avec la récup alimentaire qui est déjà assez présente sur notre territoire, c'est que ces épiceries-là, s'ils ont des surplus, ils les écoulent normalement comme à l'interne, tu sais, fait que soit ils vont aller contacter à la récup alimentaire, soit ils vont les écouler à travers des dons à des employés ou des choses comme ça. Fait que pour l'instant, on pense que ça soit peut-être pas utile, mais que ça pourrait l'être. Normalement, la récupération alimentaire récup comme les invendus. Ils prennent les invendus du métro, par exemple. Je suis pas sûre à Montlouis qu'ils viennent les prendre, mais oui, ça serait une possibilité. Puis il y aurait aussi la possibilité pour le comité local, on avait pensé, de dire on pourrait contacter les restaurateurs. Si jamais les restaurateurs avaient des trucs qui pourraient être à perte, ben là, on pourrait avoir des bénévoles qui diraient moi je vais aller, mettons qu'un restaurant est fermé le dimanche, lundi, ben samedi soir, moi je m'occupe d'aller chercher leur pain qu'ils ne vendront pas, puis sinon ils vont jeter, puis je vais aller les mettre dans le congélateur du frigo communautaire. Ça, c'est mon rôle comme membre du comité de Montlouis, par exemple. Fait que ça, c'est des trucs qui peuvent être faits avec nos commerces locaux aussi. Oui. Question un peu, peut-être un peu moins plaisante, là, mais je pense qu'il faut qu'on y pense. Oui. On ne le souhaite pas, mais si jamais quelqu'un tombait malade après avoir mangé de la bouffe d'un frigo communautaire, qu'est-ce qui est possible là, en tant que conséquence légale, recours, poursuite, parce qu'on sait qu'il y a des supermarchés, des épiceries qui sont obligés de jeter de la nourriture parce qu'ils ne veulent pas se faire poursuivre. Ouais. C'est pour ça qu'on travaille vraiment en proximité avec la récup alimentaire qui est sur notre comité et qui va être notre point de repère pour l'approbation de tous les codes de vie que je parlais tantôt là, pour chaque frigo, parce que les autres ils ont développé vraiment une expertise là-dedans. Ils prennent les invendus, ils prennent la bouffe périmée, puis ils la redistribuent à des organismes communautaires
en s'assurant que ce soit légal puis qu'il n'y ait pas de danger. Fait qu'il y a des règles à respecter pour ça, entre autres le principe de la chaîne de froid. Tu sais, quand quelque chose est périmé, tant que la chaîne de froid n'a pas été brisée puis que l'aliment n'a pas été exposé à une température d'au-dessus, je pense, de 4 degrés, là, on peut considérer qu'on a comme fait notre responsabilité. Quand on ne peut pas le garantir, c'est dans le code de vie vraiment qu'on va aller se protéger au point de vue légal. Puis la récup alimentaire va s'assurer de vérifier les codes de vie pour ça. Est-ce qu'on a l'organisme qui va être, le porteur? L'entité. Beaucoup de partenaires, mais l'entité responsable qui est assurée pour ça, ce serait qui? Là, présentement, dans le fond, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui est responsable. Tu sais, moi, je suis embauché via Nourrir Notre Monde, mais c'est vraiment juste comme un genre de prête-nom, dans le sens que les frigos, ils appartiennent pas à Nourrir Notre Monde, ils appartiennent au regroupement des organismes qui ont déposé la demande. Puis ça va être fait à travers une entente, comment ça s'appelle? C'est en tout cas une entente, il y avait, juste pour vous mettre dans l'historique, auparavant, Récup Alimentaire, par exemple, avant que ce soit un organisme communautaire, ça possédait une vingtaine de frigos, congélateurs puis un camion, OK? Mais tout ça, ça appartenait à un regroupement d'organismes communautaires. Fait que ça, il y a des ententes légales qui existent, on a déjà l'expertise, on a déjà signé ces ententes-là. Fait qu'on va faire la même chose, les frigos vont appartenir au comité des organismes communautaires qui ont monté le projet. Fait ça va vraiment être eux avec leur... Si advenant qu'il y aurait problématique, ça serait eux avec leurs assurances, par exemple, d'organismes qui auraient comme... J'imagine que Partageance serait un organisme communautaire. Il y a Partageance, il y a Récup Alimentaire, il y a... il va y avoir le centre de pédiatrie sociale. Il y a déjà des Le Carrefour Jeunesse Emploi, fait qu'il y a comme au moins 4 gros organismes. Parce que je pense aussi à là où le frigo va être, le propriétaire des lieux, que ce soit une entreprise ou ça serait la municipalité. Moi, je vais me faire poser une question devant un assureur, ça prend une entente. On s'est fait, c'est plat parce que on parlait du local, on a parlé du local pour l'artisanat. C'est déjà en branle, nous autres, en termes de formalité, de faire une entente avec l'artisanat. Fait que l'assureur nous demande une copie d'entente. On me demande de prêter un terrain municipal qui n'est pas public, qui est juste un terrain qui appartient à la municipalité, pour se stationner dessus. Donc l'assureur nous demande une copie d'entente pour le stationnement. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me disais, pour un frigo, ça va être la même chose. Ça va être qui va être. On va faire les ententes légales en conséquence, effectivement, pour que ça soit vraiment le regroupement des organismes qui soit responsable de ces activités-là. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir au moins un organisme présent sur chaque comité local. Fait que je pense que Récup va être probablement sur tous les comités parce que justement, ils vont aller porter la bouffe. Il faut qu'ils sachent un peu ce qui se passe dans ce frigo-là, sans qu'il y ait toute la responsabilité, mais ils vont quand même jouer un rôle. Fait que l'idéal, c'est que ce soit pas à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. L'idéal, ça serait à l'intérieur. Branché. C'est ça, sinon, il faudrait que ça soit comme sous un toit, une petite protection minimale. Parce que le rêve ultime, disons, en phase 2, là, si on a tout le financement qu'on veut, ça serait de construire une cabane fermée avec des portes où il y aurait un congélateur, un frigo et une penderie sèche, un garde-manger pour mettre tout ce qui est sec. Puis que celui-là soit accessible en tout temps, surveillé par caméra pour être sûr qu'il n'y a pas d'évacuation. Ça serait ça le rêve. C'est un on est modèle comme dans la phase test pour aller vers ça éventuellement. Là. Mais ça, je me permets un commentaire. À l'interne, on se pose des questions, on est souvent emballé par des projets. Je parle avec Marianne, puis ça a soulevé une problématique qu'on a, qui nous manque de locaux. Et puis, ça dépend du type, parce que des fois, je cherche un bureau. C'est correct, là, on a un bureau. J'ai demandé à ce qu'on garde un bureau partagé, justement, pour les différentes aventures, surtout en loisirs, au centre de jeux de droit. Après ça, on vient de faire des lockers. Fait que, tu sais, il y a des espaces de rangement qui vont être accessibles. Mais là, on cherche des bureaux, pas des bureaux, mais justement des espaces comme ça. On se fait demander des espaces. Il en manque. C'est vrai qu'on cherche juste à Mont-Louis, sur la 132, je cherche un nouveau local commercial. Puis des locaux commerciaux, tu peux avoir une maison, mais tu sais, quand tu veux juste des fois petit, c'est comme s'il manquait un peu de diversité. J'avais envie de souligner une chose pour ceux qui étaient sur un comité, si jamais il y a encore de l'avenir pour l'Église. À l'Église, il y avait besoin il y avait une volonté de faire un comité pour qu'une partie de l'Église soit retransformée, parce qu'il voulait garder seulement une portion de l'Église. Je me disais, ça aurait été un bel endroit, ça, pour aménager, puis d'inclure ce genre de projet-là par rapport à l'Église, ça soit au sous-sol, même au premier étage, dans une transformation. C'est pas disponible demain matin.
mais ça m'a popé à l'esprit. Mais ça souligne que on manque de locaux, surtout dans les endroits stratégiques. Au centre, il y aurait-tu de la place pour ça? Au centre Jules Drouin? Là, en ce moment, c'est de savoir où est-ce qu'on le met dans le centre Jules Drouin. Parce que dans la salle, c'est comme la table de billard, on met ça dans la salle communautaire, parce que la salle va être ouverte à tous les jours pendant qu'il y a du monde qui la loue pour des activités. Ça prend un lieu qui a comme des heures d'ouverture qu'on peut comme communiquer. On est présentement comme on a comme plan B ou en tout cas option potentiellement avec la pointe sec ou la phase B dans ce secteur-là. Mais c'est sûr que on vise plutôt les familles, les personnes qui participent aux activités communautaires. L'idéal, je pense, ça serait plus comme central, mais bon, si c'est ça pour l'instant, ça sera ça, puis je pense que c'est pas si mal non plus. Sur le lieu de la serre, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le nouveau projet de parc, le centre Drouin, etc. C'est un lieu qui serait très propice à ça aurait pu être parce que là, quand il va y avoir des équipements. La cabane, non? Pas dans la cabane de bal avec l'espace fait. Parce que justement, tu vas avoir accès à librement des jeux, de l'équipement de jeu. Il faut avoir accès à cette cabane-là. Il y aurait pu y avoir aussi un frigo à l'intérieur de ça, une fois qui est dans les frais. C'est quelque chose qu'il faut mettre des sous dessus. Là. C'est ça, puis il y a l'électricité qui est là. Oui. Puis éventuellement, s'ils décident de bâtir une cabane, ben, sur ce terrain-là, ça serait quand même. Il y a de l'espace pour agrandir. Est-ce que vous voulez faire du matériel de sport en genre de libre-service à cet endroit-là? Ben là, en ce moment, ça se peut qu'il y ait un lieu libre-service. Je ne sais pas encore tout réfléchi. On est capable de faire des quoi avec ça. Ils ont-ils la place pour mettre un frigidaire dedans, présentement? C'est pas l'équipement qui est dans ça. La cabane, il faudrait aller voir. Pas la cabane, mais la cabane de balle. La cabane de balle, oui, c'est ça. La cabane de balle, ça serait peut-être un bel endroit. Mais en ce moment, justement, c'est rempli. Parce que ce qui est rempli là, il faut le stocker ailleurs. Ça, c'est animation jeunesse, il y a beaucoup de choses d'animation. C'est un autre problème qui est secondaire, mais qui pourrait peut-être se régler et être motivé par ce genre de choses-là. Elle dit peut-être trouver un container qu'on peut abrier et qu'on pourrait poser pour avoir de l'espace de stockage comme qu'ils ont fait à l'Écocentre. Et ça serait bien pour de l'entreposage de matériel comme pour des jeux ou pour. Alors que la cabane est plus positionnée pour un accès public dans le projet de l'année prochaine. Là, nous autres, du moins d'ici l'année prochaine. Ça serait peut-être comme pour une phase 2 de dire quand on va être prêt à mettre ça à l'extérieur, vous auriez peut-être un frame de bâtisse qu'on pourrait venir retaper. Genre, la cabane est déjà là. La cabane est déjà là et elle est déjà fermée. C'est ça. Elle n'est pas utilisée en ce moment. Elle est juste remplie de stock. Comme entrepôt. Mais peut-être qu'il y aurait moyen de déplacer ça pour mettre votre frigidaire. Pour optimiser son espace stratégique et mettre le stock ailleurs. C'est sûr, ça serait super d'avoir ça avec le parc, le jardin. Les gens pourraient aussi, s'ils ont des surplus de jardin, déposer ça là, il y aurait quelque chose de. Il y aurait peut-être moyen que si vous allez en phase 2 avec vous avez une subvention pour bâtir une cabane, ben d'après moi, il y aurait peut-être de la place sur ce terrain-là pour la mettre. Là. Ouais. Si jamais vous autres, vous n'avez pas réussi à déplacer le stock, ça pourrait être ça. Effectivement. Et ça pourrait être horizon 2025, si je comprends bien. D'ici 2025, si on a une acceptation, on peut commencer en 2024 si on a une acceptation du projet. Mais on sait que très bien l'anneau et l'asphaltage, ça c'est sûr que ça va pas l'année prochaine. Mais si on veut commencer cette année, le frigidaire, d'après moi. Peut-être capable de faire de quoi. Parce qu'on dit qu'il y a du stock, mais peut-être qu'il est mal placé. Si un petit ménage à faire, il doit faire plus bonne. On fait un ménage, peut-être qu'il y a un bel espace. Juste pour le frigidaire, pour la phase 1, d'après moi, il y a. Vous voyez, bien proche, vous savez, quand on parle de la cabane de balle, vous savez c'est laquelle, elle est blanche, on leur peinture. C'est parfait. Puis il y a accès à l'électricité là-dedans. Ouais. Mais, super. Fait que nous autres, on vous lance ça un peu, peut-être on vous recontactera quand on sera. Peut-être on peut vous tenir au courant aussi, si vous voulez, si on finit par trouver un lieu fixe à Mont-Louis intérieur pour la prochaine année, on vous tient au courant, on vous communique, comme ça vous savez c'est nous. Vous pouvez en parler autour de vous. Vous allez voir de toute façon tout ça sur les réseaux sociaux, on va vous partager sur Jean de Mont-Louis. Et puis on pourrait se garder au courant pour comme la phase 2 là, avec peut-être l'éventualité avec le parc, la cabane, c'est ce que j'en comprends. Parfait. Super. Merci. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une chose, j'ai entendu parler de machinerie tout à l'heure. Vous savez que le parc éolien a une entente et qui est pour prêter les machines et l'odeur en cas de besoin. Hein. Je sais que mon patron m'a toujours dit, dans le temps, c'est plus mon patron maintenant, mais qu'il y avait donc une entente avec la municipalité. Si la municipalité avait besoin d'un loader ou d'une charrue, le parc éolien met à disposition, pas pour tout un hiver, mais donc des fois aussi pour des travaux qui peuvent être faits ou quoi, pour libérer une machine ou quoi. Donc n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là, elles servent juste pour le déneigement, puis je crois que c'est dans l'entente qui a été faite, donc c'est juste pour... Puis effectivement, c'est bon de le rappeler, parce qu'on peut oublier, mais on n'a pas forcément eu comme je veux dire, on est équipé déjà. Là, c'est sur le long terme, on remplace, ça ne change pas l'entente remplace, mais oui, ce que je veux dire, nous autres, on a le nôtre, mais si le nôtre, il l'utilise, et que pendant ce temps-là, on retarde, mettons, des travaux à nous autres mêmes dans la semaine, ça serait pas la même chose. Mais là, si c'est fait, mettons, pendant la fin de semaine, sur un temps libre, puis que l'odeur n'est pas utilisée, on peut prendre le nôtre comme on peut prendre le vôtre. Mais je veux dire, rendu là... Mais bon, l'odeur qui tombe en panne, ouais, être mal pris. Effectivement. N'oubliez pas qu'il y a de l'odeur qui dorme tout l'été. Content. Très bien à savoir. Merci. Super. Puis ces camions-là sont proposés, j'imagine, sur le site de Northland. Ben oui, en bas, quelques euros, là. OK. Puis quand on a eu besoin, on se vous a déjà approché, parce qu'on sait du matériel de déglaçage. L'année que tout a gelé, dégelé, il n'y a pas l'hiver qui vient de passer l'autre d'avant, là. Où est-ce qu'on avait tout vidé le sel de glaçage au mois de décembre. Tout notre stock d'hiver en même pas un mois. Fait que vous avez dépanné là. Comme on a terminé la période de questions, il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, on passe au dernier point. Le dernier point qui est la levée de la séance. Daniel, c'est toi qui proposes? Je propose. Est-ce qu'il y a des objections à la levée de la séance? Des Il n'y en a commentaires? pas. Donc, merci tout le monde et à la prochaine séance. Merci.